Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. En direct du studio Ali Moumar Alilo, mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 15 juin 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Les agents d'hygiène de Vélingara ont saisi des produits impropres à la consommation d'une valeur de 10 millions. L'adjudant Paté Baldé, cette opération s'inscrit dans le cadre des activités régaliennes des agents du service d'hygiène, surtout en cette veille de la fête de Tabaski. Le cadre de concertation, de coordination et d'action de plaidoyer de la société civile pour la santé au Sénégal, 3-4 Santé, travaille à la démocratisation de la santé à travers une implication des communautés, a indiqué son président. Karong, un village du département de Bignona, est dans une dynamique de conservation des masques traditionnels, notamment le Kumpa et Samay. Entre autres, les danses traditionnelles sont souvent organisées dans ce village. En seconde partie, vous aurez l'actualité internationale, la page sportive qui mettra un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute de développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Seydi Hadj Libas Mbaye assure les opérations techniques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, les agents d'hygiène de Vélingara ont saisi des produits impropres à la consommation d'une valeur de 10 millions. Selon l'adjudant Paté Baldé, chef de la brigade d'hygiène, bien que la date de péremption soit encore valable, l'emballage est défectueux. Il est ici au micro de Babacar Diouf. Dans le cadre de nos activités régaliennes de police de l'hygiène, nos éléments ont retiré des produits périmés dans les établissements recevant du public d'une quantité de 7 tonnes, d'une valeur de 10 millions environ. Bon, c'est des produits de diverses denrées. Par exemple, nous avons des bouillons, de la mayonnaise, en tout cas des produits consommables, des produits que les gens vendaient, des denrées alimentaires. Bon, l'occasion de saisir, c'est d'abord des produits périmés dont la date d'expiration est expirée. Et ensuite aussi, c'est des produits qui sont altérés. Par exemple, vous pouvez voir un produit où il y a la date de péremption est valable, mais l'emballage fait défaut. Donc, c'est ce qu'on appelle des produits altérés. C'est dans ce cas que nous avons procédé à ces saisies-là. Cela nous inquiète parce que, bon, vu la position géographique du département de Vélingara, et ça peut occasionner ces saisies-là. Et ensuite, la porosité des frontières. Vous savez que pratiquement, je peux dire que Vélingara est le seul département qui est frontière à 3 pays. Avec la porosité des frontières, ça peut occasionner aussi. Bon, on peut dire que les moyens ne suffisent pas, mais nous sommes obligés de faire avec les moyens du bord. Par exemple, ça, il faut le reconnaître, Aussi, c'est le moment aussi de féliciter les agents, franchement, parce que bon, je peux dire que nous sommes au nombre de 8 dans tous les départements qui ont abattu ce travail-là. Donc c'est l'occasion vraiment de les féliciter et de les encourager et pour leur dire que vraiment, avec nos maigres moyens que nous avons, le combat continue. Parce que le fait de protéger, de garantir la sécurité sanitaire des aliments, la sécurité sanitaire des populations, ça vraiment, c'est un sacerdoce. Donc nous devons s'y mettre des jours au lendemain, Inch'Allah Rabbi. Et le travail continue. Le préfet du département de Vélingara, Thierno Souleymane Sow, cette activité s'inscrit dans le cadre des activités régaliennes des polices de l'hygiène. Il demande aux populations de collaborer davantage avec les agents pour leur propre sécurité sanitaire. Le préfet Thierno Souleymane Sow au micro de Babacar Diouf. Dans le cadre de ces missions régaliennes, la brigade départementale d'hygiène de Vélingara va procéder aujourd'hui à la destruction de produits saisis et qui sont impropres à la consommation au niveau des établissements recevant du public, au niveau des boutiques, au niveau, voilà. C'est ça l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Parce que le service d'hygiène est là pour s'assurer de la sécurité civile des populations. Mais la brigade départementale ne pourra pas le faire seule avec les saisies. Il faut qu'aussi les populations, les gérants de ces établissements recevant du public puissent effectivement travailler de concert avec la brigade départementale et essayer de respecter la réglementation en vigueur en matière de consommation et de vente de produits destinés à la consommation. Il faut que ces établissements-là qui vendent des produits consommables puissent effectivement se conformer à la législation en vigueur en essayant tout simplement, avant que même le service arrive, puisse détruire ou retirer de la vente tous ces produits-là qui pouvaient créer quand même d'énormes problèmes de santé aux populations. Juste compléter pour dire que la destruction d'aujourd'hui concerne plus de 7 tonnes de produits impropres à la consommation. C'est beaucoup. Pourquoi je lance encore un appel à la population de voir ce qu'elle achète, mais aussi aux vendeurs, aux gérants de ces établissements-là, de s'assurer de la bonne qualité des produits, n'est-ce pas, qu'ils mettent à la disposition des populations. C'est pas seulement à Vélingara, pratiquement dans tous les départements, quand même, il y a
des quantités énormes de saisie quand même de produits impropres à la consommation. Maintenant, Vélingara est vraiment zone, un département frontalier qui fait avec 3 frontières. Et c'est pourquoi aussi, comme vous le pouvez le savoir, avec la fraude et tout cela, ça va entraîner effectivement une multiplication, une augmentation de ces produits-là qui nous viennent d'ailleurs et souvent qui ne sont pas contrôlés et souvent qui ne sont pas en norme avec effectivement la législation en vigueur. À l'instant, le préfet de Vélingara, Thierno Souleymane Sow, qui réagissait sur les agents de Vélingara qui ont saisi des produits impropres à la consommation d'une valeur de 10 millions. Dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle à travers la planification 3 Cap Santé, le regroupement de la société civile et les collectivités territoriales membres de l'UAL ont signé une convention de partenariat pour améliorer la prise en charge de la santé maternelle et infantile. Mouniaï Sissé, il est le président de 3 Cap Santé. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour parce que c'est une rencontre de 2 fêtières, 2 grandes fêtières. La fêtière Union des associations d'élus locaux, mais aussi la fêtière des organisations en matière de santé, notamment 3 Cap Santé. 3 Cap Santé regroupe une trentaine d'organisations de santé. Vous savez que les organisations de la société civile ont toujours mené des actions au niveau des collectivités territoriales. Ce qui est constaté, c'est que malgré la pluralité de ces actions et la pluralité de ces initiatives, la pluralité des acteurs, il y avait un manque de coordination, d'articulation entre les initiatives et entre les acteurs. C'est ça qui a motivé la mise en place de 3 Cap Santé pour que les organisations de la société civile qui travaillent sur la santé parlent d'une seule voix et agissent d'une seule voix. Donc, cette fêtière, 3 Cap Santé, a tendu la main à l'Union des associations d'élus locaux qui a accepté cette main tendue pour une seule et unique cause, le financement de la planification familiale, la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents. Mouniaï Sissé, président de 3 Cap Santé, l'événement s'est déroulé à Thiès dans la cité du Rail. Il ajoute ainsi qu'il y aura un plan de suivi, évaluation concernant la signature de cette convention entre les 2 entités. Réécoutons-le. Nous avons estimé que quand nous donnons la main, nous parviendrons à résorber certains gaps identifiés dans le plan stratégique 2024-2028, le plan stratégique santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents. Donc, aujourd'hui, c'est un premier pas. Cette convention qu'on vient de signer doit être matérialisée sur le terrain par un suivi régulier et permanent, nous permettant d'avoir des champions, des maires champions, des présidents de conseils départementaux champions dans le financement de la planification familiale, la santé maternelle, infantile et des adolescents. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'espoir. Et donc, cela traduit quoi? Cela veut dire que les rapports entre la société civile et les élus locaux peuvent être des rapports de collaboration, des rapports de complémentarité. C'est tout le sens qu'il faut donner à cet acte que nous venons de poser entre l'Union des associations d'élus locaux et 3 Cap Santé. Nous avons fait quelques recherches et avons estimé que ce que les collectivités locales mettent en termes de contribution au niveau du financement des collectivités territoriales déjà reste à être amplifié, à être montré en exemple. On a vu l'exemple du président du conseil départemental de Linguère qui a fait un acte symbolique, un acte important pour les collectivités territoriales, mais qui est méconnu du public. Aujourd'hui, on peut le montrer en exemple pour faire preuve d'exemplarité au niveau des collectivités territoriales. Donc nous espérons que cette convention va susciter d'autres conventions avec d'autres catégories d'acteurs pour une seule et unique cause, le financement de la planification familiale, la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents. Santé, nous y sommes et nous y restons. Prenant la parole, le président de l'UAL, Mamadou Wouri Baldé, a salué l'initiative de la société civile qui contribue activement sur la sensibilisation après avoir remercié le ministre Moussa Balla Fofana. Vous avez assisté à la signature de la convention qui lie maintenant désormais 3 Cap Santé et l'Union des associations des élus locaux. Et je pense que c'est une première. Avant, la société civile et les élus se regardaient, s'observaient en distance. Aujourd'hui, nous travaillons la main dans la main pour régler les problèmes de développement de nos territoires, mais surtout aujourd'hui, permettre aux exécutifs au niveau des territoires de renforcer le financement des collectivités territoriales dans le domaine de la santé et surtout en ce qui concerne la mer. Alfayda FM 90.1 émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Sissé, studio Ali Momar Alilo. L'info se poursuit sur le www.radioalfayda.net.
Gestion des inondations, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, estime qu'à Dakar, sur les 109 km à curer, 55% du travail a été déjà réalisé, 94% en matière structurante sur les points bas déjà identifiés seront terminés avant mi-juin. À Dakar, le travail a déjà commencé. Par exemple, pour l'ONAS, sur 109 km de canaux à curer, on a déjà dépassé les 55%, parce que ça avait commencé dès le mois de mars. Et nous avons pris la pleine mesure et avons décidé d'accélérer la cadence. Et avant la fin du mois de juin, on aura fini les 100% de curage des canaux, de tout ce qui est canalisation et autres à Dakar. Le processus de focardage des lacs, de nettoiement ou de remise à niveau des bassins et autres, tout ça aussi est en cours de réalisation. Et dans le courant du mois de mars, avant la fin, bien avant, tout ça sera également réalisé. Par exemple, pour vous donner aussi une statistique là-dessus, 94% par exemple de tout ce qu'il faudra faire en matière d'infrastructures structurantes sur les points bas, parce qu'il y a un certain nombre de points bas qui ont été identifiés dans la région et sur lesquels des actions doivent être menées. On sera avant le 15 juin à 100% de réalisation sur la prise en charge de ces points bas. Il y a aussi le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, le projet dont vous avez sans doute entendu parler. Là également, tout le travail qu'il fallait faire a démarré et nous avançons à un rythme extrêmement important et avant la fin du mois de juin, ce travail sera réalisé. En plus des services qui dépendent du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, vous savez aussi que les sapeurs-pompiers, comme les autres services qui dépendent du ministère de l'Urbanisme et autres, sont aussi à pied d'œuvre et sont sur le terrain. Et ce que nous sommes en train de faire, et ça aussi c'est vraiment un élément sur lequel nous insistons beaucoup, c'est la mutualisation. Et ça, c'est une meilleure coordination des actions. Puisque le phénomène de la gestion des inondations est un phénomène complexe. Et beaucoup d'acteurs interviennent. Et quand autant d'acteurs interviennent autour d'un fait, il faut beaucoup de communication, il faut de la coordination et de la mutualisation. Le partage d'informations, nous avons mis tout un dispositif pour que les interventions ne se chevauchent pas, mais qu'elles se complètent. À l'instant, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, qui poursuit qu'un dispositif d'alerte est en train d'être mis en place pour permettre de mieux cibler leurs interventions et de sensibiliser davantage les populations. Réécoutons le ministre Cheikh Tidiane Dièye. Cette volonté d'anticipation avant l'hivernage, parce que non seulement l'hivernage pourrait être précoce, mais on s'attend à un hivernage extrêmement pluvieux, avec même des risques d'événements extrêmes. C'est-à-dire que sur un laps de temps très court, on pourrait faire face à des pluies exceptionnelles. Et quand ça tombe, beaucoup de pluie sur une zone dans un délai très très court, là ça augmente très fortement le risque d'inondation. Et ça, nous avons aujourd'hui les mécanismes avec le radar que nous avons acquis, mais également toute la cartographie qui est réalisée sur les zones à risque. Nous avons le savoir qu'il faut et la connaissance pour pouvoir dire, à partir de cet hivernage pour la première fois pour le Sénégal, avec les radars acquis, de dire non seulement la pluie tombera sur Dakar, mais tombera précisément dans tel quartier, avec probablement la quantité de pluie qui pourrait tomber dans ce quartier. Ce qui peut permettre de non seulement prévenir la population, parce qu'il y aura un mécanisme de diffusion d'informations, pour les amener à se préparer, à dire attention, demain, il se pourrait qu'il arrive dans votre zone 100 mm de pluie ou 50 ou autre, sur une durée qu'il est aussi possible de déterminer, et à dire alors, prenez vos précautions, ne sortez pas, faites vos provisions, allez au marché avant, ne laissez pas sortir les enfants. Et là, nous sommes aussi en train de mettre en place un dispositif d'alerte et d'information qui ne consiste pas seulement à dire il pleuvra demain à Dakar, mais à la Médina, il se pourrait qu'il y ait 75 ou 100 mm de pluie entre midi et 14 heures. Vous voyez que ça change un peu l'échelle et ça permet de mieux cibler nos interventions et de pouvoir parler mieux à la population pour les préparer. Préserver l'environnement et améliorer le cadre de vie, le but de la rencontre tenue à Singanja, Mohamed Diatta revient sur les activités menées. Il demande aux populations de continuer à implanter les arbres. Pour nous, cette journée-là, elle a une sens. Une sens d'abord du point de vue humain, avant tout d'abord, parce qu'avant tout, on est des Sénégalais, on est des humains. La préservation de l'environnement est quelque chose qui tient aujourd'hui notre groupe à cœur. Raison pour laquelle, du début jusqu'à la fin de tous nos processus en termes de projet, là, que ce soit du point de vue législatif, que ce soit du point de vue administratif, on met à fond par rapport au respect de tout cela. Mais hormis cela, il y a l'aspect qui est vraiment important, qui est l'aspect cadre de vie. Aujourd'hui, vous allez noter avec
avec nous aussi quand même, qu'on met un point vraiment essentiel sur ce niveau-là, qui est le cadre de vie, à travers la plantation des arbres. Donc, raison pour laquelle, pour nos projets, lorsqu'on termine nos projets, le respect des cadres de vie, elle est quelque chose qui est vraiment important pour nous. C'est pas juste qu'on va venir construire et partir, mais on construit, mais aussi on fait l'aménagement idoine qu'il faut pour que ça soit les habitants, que ça soit les travailleurs puissent se sentir à l'aise par rapport au point de vue de leur cadre de vie. Si on parle de se sentir à l'aise aujourd'hui, ce n'est pas juste du point de vue venir travailler et rentrer, mais là où aujourd'hui les travailleurs peuvent quand même se reposer, là où quand même ces arbres-là peuvent constituer quand même au développement surtout de notre cadre de vie en matière de l'air. Donc ces arbres-là qu'on a déjà plantés, ça a seulement un aspect positif pour le présent et quand même pour le futur. Donc nous on fait un point focal qui est vraiment important pour nous par rapport à ça. Venu assister à cette journée organisée par Sénèque India, le préfet du département de Rufisque, Abdourahmane Diop, revient sur l'importance des activités et la préservation de l'environnement et surtout améliorer notre cadre de vie. Une journée qui s'est tenue à Diamniadio. J'ai tenu à assister à la cérémonie organisée par Sénèque India et cette journée montre toute l'importance que nous accordons à l'arbre, à la préservation de notre environnement, mais aussi aux générations futures, en plantant des arbres, mais aussi en gardant notre cadre de vie, en l'améliorant. Et c'est ce que j'ai vu ici avec Sénèque India. Ils sont en train de préserver l'environnement, ils sont en train d'améliorer le cadre de vie ici à Diamniadio et c'est l'occasion pour moi de les féliciter. Et ça m'a aussi permis de visiter les réalisations de Sénèque India. Vous l'avez vu derrière nous, ces immeubles qui ont été réalisés par Sénèque India pour l'État du Sénégal. Et c'est un travail qui a été très bien fait. Et nous avons vu des bâtiments, des immeubles intelligents, des bâtiments dans lesquels toutes les commodités ont été réunies pour accueillir les agents de l'État. Et c'est un appel que je lance aux agents de l'État de venir ici à Diamniadio parce que le cadre est adapté pour un travail bien fait. Et Diamniadio, c'est le futur. Diamniadio, c'est l'avenir du Sénégal. Alfayda FM 90.1. Promotion de la bonne gouvernance, le deuxième plan d'action nationale. La rencontre a été présidée par le garde des Sceaux. Ousmane Diagne revient sur le partenariat pour un gouvernement ouvert. C'est donc un réel plaisir que je viens présider l'atelier de lancement du deuxième plan d'action nationale du Sénégal dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert GO. Il est important de rappeler que le partenariat du gouvernement ouvert repose sur 4 principes majeurs. L'accroissement de la disponibilité des informations, l'encouragement de la participation du public sans aucune discrimination, l'application des normes d'intégrité professionnelle dans l'ensemble des administrations, la facilitation de l'accès aux nouvelles technologies pour aider à la transparence et à la responsabilité. Ce partenariat dont le but est d'encourager les gouvernements à prendre des engagements en matière de promotion de la transparence, de responsabilité des citoyens, de lutte contre la corruption et de mobilisation des nouvelles technologies au service d'une meilleure gouvernance est en phase avec certains objectifs portés par les plus hautes autorités de l'État. En souhaitant à toutes et à tous la cordiale bienvenue, je voudrais saluer votre mobilisation et vous témoigner ma profonde reconnaissance pour votre disponibilité et votre engagement à accompagner le ministère de la Justice, point d'ancrage du partenariat pour un gouvernement ouvert dans ses activités. Je voudrais également me réjouir de la tenue de cette activité hautement importante dans le processus de promotion de la bonne gouvernance et adresser mes vifs remerciements au comité de pilotage du partenariat pour un gouvernement ouvert et aux porteurs d'engagement. À cette occasion, le ministre de la Justice a invité la direction de la promotion de la bonne gouvernance à travailler avec les acteurs pour l'atteinte des objectifs du deuxième plan d'action. Réécoutons le ministre Ousmane Diagne. Je ne peux m'empêcher de magnifier la qualité de la collaboration avec la société civile dont le concours a été déterminant dans toutes les étapes du processus d'élaboration du deuxième plan d'action. D'ailleurs, cette implication traduit la volonté de transparence de l'action publique qui est une vision chère à Monsieur le chef de l'État. C'est aussi l'occasion pour moi
de remercier vivement le projet d'appui au gouvernement ouvert francophone, PAGOF, qui accompagne le Sénégal dans la réalisation des activités du partenariat. Mesdames et messieurs, chers participants, permettez-moi, avant de clore mon propos, de revenir sur le processus qui nous a conduits à cette journée de lancement du deuxième plan d'action national. En effet, tout a commencé avec l'évaluation du plan d'action national 1, dont la période de mise en œuvre 2022-2023, suivi des consultations publiques effectuées dans les 14 régions du Sénégal. À la suite de ces dernières consultations, un atelier de convergence et d'écriture du plan d'action national a été organisé du 30 novembre au 2 décembre 2023. Cet atelier avait regroupé les membres du comité national paritaire, les délégués régionaux, ainsi que les représentants de quelques ministères sectoriels développant des programmes fortement liés au principe de bonne gouvernance. Cette première phase avait pour objectif de consolider les défis de gouvernance identifiés lors des consultations régionales et d'en choisir 8 à transformer en engagement du plan d'action. Cette approche a favorisé la participation effective des membres du comité national paritaire et a permis de croiser différents regards pour parvenir à des productions de qualité à travers les 3 axes stratégiques déjà cités. Mesdames et messieurs, distingués invités, la réussite de cette activité appelle l'engagement de toutes les parties prenantes, notamment la société civile, l'administration, les partenaires au développement. Elle doit consacrer le début de mise en œuvre des activités déclinées dans le plan d'action dans les délais impartis aux structures responsables avec un bon mécanisme de suivi et évaluation. C'est pourquoi j'engage mes services, notamment la direction de la promotion de la bonne gouvernance, à une démarche participative et inclusive. C'est sur ces propos que je déclare ouverts les travaux de l'atelier de lancement du deuxième plan d'action national du partenariat pour un gouvernement ouvert. Maître Ousmane Diagne, ministre de la Justice, sur le deuxième plan d'action culture. À présent, la conservation de la culture, un défi pour le village de Karong, dans le département de Bignona, dans une dynamique de conservation de ces masques traditionnels. Voici le reportage de Mohamed Sagna. Les habitants de Karong sont dans la dynamique de consolider la culture Diola à travers la danse des masques, notamment le kumpo et samay, entre autres. Une pratique importante pour tout Diola. Ça ressemble les jeunes. C'est à cause de ça que je voulais les jeunes n'ont qu'à revenir encore. C'est très important pour la tradition casamançaise. Ces créatures mystérieuses de la culture Diola contribuent fortement à l'éducation des enfants dans ce village. Et le Kyosan là, ça nous aide dans l'éducation des enfants. Vous voyez maintenant à l'heure actuelle où nous sommes, vraiment les enfants, beaucoup d'entre eux, on a raté l'éducation. Mais autant les enfants étaient très bien éduqués à cause de ce Kyosan là. Les habitants de Karong sont engagés à conserver ces pratiques culturelles. Ils invitent les autres ethnies à faire pareil. La culture est bonne. Moi, que tu vois là, j'ai fait 28 ans à Côte d'Ivoire, quelque part. Mais je vois même les Ivoiriens, même les autres, jusqu'à Camerounais. Ils sont des choses comme ça, les masques comme ça, pour danser. C'est des éléments qui nous poussent à garder notre culture, pour ne pas perdre ça. Parce que chaque ethnie est en train de préserver ses cultures. Mais pourquoi pas nous les Diola? Ces masques traditionnels sortent dans la forêt pendant des cérémonies culturelles, mais aussi pour accueillir des autorités ou invités d'honneur du village. Ziguinchor, Mohamed Sagna, Alfayda FM. Merci à Mohamed Sagna, notre correspondant permanent à Ziguinchor. Votre rubrique Djanganochi Benen Anam, ou apprendre ensemble autrement, s'intéresse aujourd'hui à la politique. Ndeye Fatou Cissé s'est entretenu avec Maître Hassan Niane, qui revient sur les premières élections pluralistes au Sénégal. De 1963 à 1978, le parti unique, l'Union progressiste sénégalaise UPS, était le seul à donner des candidats. Senghor avait le monopole du pouvoir. La reconnaissance du PDS en 1974 a permis à Abdoulaye Wade d'être candidat en 1978. Donc c'est les premières élections pluralistes au Sénégal. 1978,
Abdoulaye Wade est opposé à Senghor. Le soutien que Abdoulaye Wade a pu obtenir à l'époque était simplement dû à une analyse de la situation de certaines forces politiques qui comprenaient que peut-être c'était une occasion de prouver au Sénégal que dès lors qu'il y a une petite ouverture démocratique, il est possible d'enfoncer le clou pour élargir cette démocratie. Parce que cette ouverture démocratique de 1974 était très limitée. C'était la période des trois courants. Le PDS, Parti libéral, l'UPS qui prenait le nom de Parti socialiste PS et le PAI de Majmoud Diop. Et c'est cela qui fait dire à certains qu'il s'agissait en réalité d'un complot ourdi par Senghor, Majmoud Diop et Abdoulaye Wade contre les forces qui jusque-là luttaient sur le terrain politique. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'Abdoulaye Wade fut militant de l'UPS à Kébémer, qu'il a été battu dans les renouvellements et qu'il s'est quelque peu rangé avant de négocier avec Senghor à Mogadiscio en 1974 pour la création de ce parti. Donc c'est une analyse qu'on peut peut-être prochainement reprendre pour essayer de comprendre réellement comment on est arrivé là. Ensuite, en 1983, il y a eu les deuxièmes élections. Celles-là ont été encore un peu plus larges parce que Senghor étant parti en 1980, Abdou Diouf devait affronter pour la première fois Abdoulaye Wade sur le terrain politique. Donc c'était les premières élections pour Abdou Diouf qui cherchait là à confirmer son pouvoir. Et c'est cela qui explique le nombre de candidats élargi sans doute, mais n'était pas aussi nombreux qu'on pouvait l'espérer. Mais toujours est-il que l'ouverture démocratique sous Abdou Diouf a permis à de nombreux partis, même s'ils n'avaient pas de candidats au présidentiel, avaient au moins des candidats aux législatives parce que c'était un couplage entre les législatives et les présidentielles. Ce même couplage interviendra en 1988. En 1988, beaucoup pensaient que la situation était mûre pour renverser le Parti socialiste, mais la réalité a fini par prouver autre chose. Quand on dit Sabartou Foulan, j'ai retenu celui-là, par exemple, pour qu'il ne parte pas. J'ai retenu un tel pour qu'il parte. Sabartou Foulan, un tel. J'ai retenu quelqu'un. Mais quand on dit Sabartou, avec deux B, Shedda sur le bas, Sabartou Foulan, c'est-à-dire, je l'ai incité à se retenir. Sabartou, c'est, je l'ai retenu. Quand je dis Sabartou Karim, ça veut dire que j'ai retenu Karim pour que Mohammed arrive. Mais quand il dit Sabartou Karim, ça, il lui est arrivé des choses qu'il n'aime pas. Je lui ai rappelé que c'est là le sabre qu'il faut, il faut de la patience. Donc je l'ai incité à patienter. Et donc ça, ce sont des subtilités. Et la langue arabe est très belle, je dirais comme toute langue, mais Dieu a choisi le Coran dans cette belle langue, donc, et pour garder sa parole incréée jusqu'à ce qu'il hérite de la terre et ce qu'elle contient. Actualité internationale. Il est 12h passé dans la capitale de la Faïdouti Ibrahim. Il y a 3 heures de plus dans la ville sainte de la Mecque. L'actualité internationale, c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Niger, Mohamed Bazoum, président renversé en juillet 2023, pourrait prochainement être jugé. La justice de son pays a levé son immunité, ouvrant la voie à un procès, ses avocats dénonçant l'avènement de l'arbitraire. Les autorités de Niamey accusent le président déchu de complot d'attentat à la sécurité et l'autorité de l'État, crime de trahison, fait présumé d'apologie du terrorisme et de financement du terrorisme. Actualité internationale. Au Bénin, 3 des 5 Nigériens arrêtés la semaine dernière au port de Sémé-Kodji ont été placés en détention dans un contexte de brouille entre les deux pays. 2 d'entre eux ont été remis en liberté. Le procès des Nigériens maintenus en détention s'ouvrira le lundi 17 juin. Version entre les deux pays voisins, tendue depuis le coup d'État de juillet 2023 à Niamey, se sont nettement détériorées ces dernières semaines. Le principal point d'achoppement concerne le refus du Niger de rouvrir sa frontière avec le Bénin, dont l'économie souffre de cette fermeture depuis près d'1 an. Actualité internationale. La campagne pour l'élection présidentielle du 29 juin en Mauritanie a démarré avec les 7 candidats, dont le chef de l'État sortant, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Monsieur Ghazouani, un des 4 candidats ayant entamé leur campagne à Nouakchott, la capitale, a vanté les grandes réalisations de son quinquennat et promis la lutte contre la gabégie et des actions dédiées à la jeunesse. Les 3 autres candidats, dont le militant des droits humains Biram Ould Da Ould Abed, ont démarré dans des villes de l'intérieur du pays
pays. Le Conseil constitutionnel n'a pas retenu la candidature de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz, condamné à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Actualité internationale. Le dirigeant du premier groupe d'opposition en Afrique du Sud a annoncé aujourd'hui être parvenu à un accord avec le Congrès national africain au pouvoir en vue de la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Le nouveau Parlement sud-africain est en réunion pour élire le chef de l'État avant la formation d'un gouvernement de coalition inédit qui devrait graviter autour du centre entre l'ANC et l'Alliance démocratique, premier parti d'opposition. Cyril Ramaphosa, 71 ans, devrait donc être reconduit à la tête du pays. Actualité internationale. La justice tunisienne a condamné à de lourdes peines de prison 5 personnes accusées d'avoir organisé une opération d'immigration clandestine qui s'était terminée par le naufrage et la disparition de 18 migrants tunisiens en 2022. Une embarcation de fortune avait coulé dans la nuit du 20 au 21 septembre 2022 après être partie de Zarzis dans le sud-est de la Tunisie avec à son bord 18 candidats à l'immigration, tous des Tunisiens. Actualité internationale. Et puis, les dirigeants du G7 ont dénoncé les surcapacités de production de la Chine qui inondent les marchés occidentaux de produits subventionnés à bas prix selon le projet de déclaration finale. Ils expriment leurs préoccupations donc sur les politiques pratiques hors marché qui entraînent des conséquences au niveau mondial, des distorsions de marché et une surcapacité néfaste dans un croissant de secteur. Le G7 a également appelé la Chine a cessé de fournir des composants d'armes à la Russie en guerre avec l'Ukraine et le pape François a mis en garde contre l'usage militaire de l'intelligence artificielle, appelant à interdire les armes autonomes létales lors d'un discours au G7 dans le sud de l'Italie. L'actualité sportive. Une page sportive que nous ouvrons avec l'Euro 2024 dans le groupe A. À 13h ce soir, Hongrie joue la Suisse, Espagne, Croatie à 16h dans le groupe B et Italie, Albanie à 19h. Demain, Slovénie, Danemark à 16h, Serbie, Angleterre à 19h. Plus tôt à 13h, Pologne joue contre les Pays-Bas. Classement FIFA féminin. Après ses rendez-vous en demi-teinte début juin, l'équipe nationale féminine est toujours à la 83e place au niveau mondial et 11e en Afrique. Tirage au sort de la CAN Beach Soccer Égypte 2024. Écoutons à présent Timo du département de la CAF. Timo du département des compétitions de la CAF. Voici les 14 équipes dans l'ordre alphabétique. L'Angola, le Burundi, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Malawi, le Maroc, la Mauritanie, le Mozambique, le Nigeria, le Sénégal, les Seychelles, la Tanzanie et l'Ouganda. Comme je l'ai dit au début, nous devons qualifier 7 équipes pour la phase finale. Et le processus de qualification va avoir un seul tour qui va se jouer en aller-retour. La Guinée ne s'était jamais qualifiée à la phase finale, n'avait jamais joué les éliminatoires. La Guinée va jouer avec la première équipe que nous allons tirer du pot 2, le Sénégal. Le Sénégal a gagné 4 compétitions successives jusqu'en 2022. Cela veut dire que notre premier match va se jouer entre la Guinée et le Sénégal. Le Sénégal jouera le match retour à domicile. Les matchs retour vont se jouer toujours dans ce mois et la phase aller et la phase retour va se jouer courant ce mois de juillet. L'international arbitre sénégalais la Malika Samba a pris la décision de raccrocher son sifflet. Pour rappel, il avait officié la rencontre Belgique-Japon en 8e de finale du mondial 2018. Championnat d'Afrique de beach wrestling, lutte de plage, le Sénégal va accueillir l'événement du 22 au 23 juin. 4 catégories de poids seront en lice, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. C'en est tout pour cette page sportive. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille si attentive. Merci à Sidi Haj Libas Bay qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhaj Ibrahima Gaye. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 30 minutes. Ce sera à Wolof avec Maria Maba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. Les agents d'hygiène de Vélingara ont saisi des produits impropres à la consommation d'une valeur de 10 millions. L'adjudant Pathé Baldé sur cette opération qui s'inscrit dans le cadre des activités régaliennes des agents du service d'hygiène, surtout en cette veille de la fête de Tabaski. Le cadre de concertation, de coordination et d'action de plaidoyer de la société civile pour la santé au Sénégal, 3 Cap Santé, travaille à la démocratisation de la santé à travers une implication
participation des communautés, a indiqué son président. Karong, un village du département de Bignona, est dans une dynamique de conservation des masques traditionnels, notamment le kumpo et sama, entre autres des danses traditionnelles sont souvent organisées dans ce village. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale et la page sportive qui ont mis un terme à ce 12h. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1 et excellente fête de Tabaski. Le journal Serigne Moussa Kane.